il n'est pas exagéré de dire que la guerre du Vietnam a été un conflit plutôt controversé, en particulier aux yeux de l'opinion publique américaine. Plus généralement, il s'agissait en grande partie d'une guerre perpétrée par le Nord-Vietnam communiste contre le Sud-Vietnam, aligné sur l'Occident et ses alliés, y compris les États-Unis. Le conflit global s'est déroulé de 1954 à 1975, les Nord-Vietnamiens essayant d'unifier les deux moitiés du pays sous un drapeau communiste, et s'est terminé avec la chute du Sud-Vietnam. Du côté américain, cette guerre est surtout restée dans les mémoires pour son impopularité, sa guérilla ainsi que ses lourdes et nombreuses pertes. La présence militaire américaine était déjà active dans les années 1950, elle a été fortement renforcée dans les années 1960, avec une intervention officielle à partir de 1965, puis a cessé en 1973. Les nombreuses manifestations pacifistes, la désapprobation et la désillusion généralisée ont largement contribué à cet état de fait. Au milieu de tout cela, cette guerre, comme beaucoup d'autres conflits à travers l'histoire, abrite un certain nombre de mystères non résolus. Dans les eaux troubles de l'histoire de la guerre du Vietnam, on trouve des dizaines de cas de disparitions inexplicables, des dissimulations du gouvernement, l'utilisation de méthodes non conventionnelles, et même l'apparition de créatures cauchemardesques. Bien des années se sont écoulées depuis, mais il reste encore beaucoup de mystères à résoudre et de questions en suspens. La disparition du vol 739. Les mystères de l'aviation sont nombreux, et le vol 739 de la Flying Tiger Line est l'un des plus étranges. L'avion cargo a décollé le 15 mars 1962 en direction de Saigon depuis l'île de Guam. À son bord se trouvaient 11 membres d'équipage et 96 passagers, tous ayant des liens militaires avec les États-Unis ou le Sud-Vietnam. Tout semblait aller pour le mieux pendant les 2 premières heures, mais le vol 739 a soudainement disparu. À 8h22 le 16 mars, l'avion et tous ses passagers ont été officiellement déclarés disparus. Les 60 dernières années n'ont pas permis de trouver de véritables réponses à ce mystère persistant. En réalité, le seul véritable indice était un rapport de l'équipage d'un pétrolier qui a signalé une explosion brillante dans le ciel vers 1h30 du matin. Ils ont vu 2 objets tomber dans la mer, mais les recherches qui ont suivi, à l'époque parmi les plus importantes jamais menées, n'ont permis de récupérer absolument aucun débris de l'avion. Diverses théories ont commencé alors à circuler. Selon l'une d'elles, l'avion aurait possiblement été trafiqué et piégé à Guam dans le but de le faire exploser. Certaines personnes pensaient que tous les passagers avaient été capturés et étaient retenus prisonniers. Les bizarreries concernant cette affaire ne s'arrêtent pas là. Après-guerre, les familles des soldats disparus n'ont jamais été informées de la véritable nature de cette mission. Étrangement, le gouvernement refuse depuis toujours d'ajouter les noms des soldats disparus au mémorial des vétérans du Vietnam, et n'a fourni aucun service militaire lors des funérailles. D'après certains parents, les soldats étaient tous très inquiets, l'un d'eux semblait même convaincu qu'il ne rentrerait pas chez lui. Le rapport officiel a déterminé que sur la base des observations du pétrolier, l'avion a probablement explosé, mais la cause exacte n'a pu être déterminée faute de pouvoir examiner les restes de l'avion. À ce jour, cela reste le pire accident impliquant un Lockheed Constellation. Les ghouls de la jungle. La guerre du Vietnam a posé un nouveau défi à l'armée américaine. Elle a été formée et entraînée pour le style de guerre mécanisée qui s'est déroulé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre dans la jungle n'était pas quelque chose pour laquelle elle était initialement préparée. Ajoutez à cela les tactiques de guérilla du Viet Cong, et vous avez un problème. Pour remédier à cette situation, le commandement américain a notamment engagé des guides locaux et pris conseil auprès des soldats sud-vietnamiens. Dans certains recoins sombres et inhospitaliers de cet enfer vert, même eux pourtant n'osaient pas s'aventurer. De quoi avaient-ils peur? Dans diverses parties de la jungle, certains habitants locaux n'hésitaient pas à employer le terme de fantôme ou de ghoul. Une tribu, les montagnards, parlait même de cadavres réanimés, buvant du sang et mangeant des organes. En 1965, des rapports ont commencé à parvenir au commandement américain. Durant les patrouilles, les soldats voyaient des silhouettes fantomatiques dans les forêts et derrière les arbres. Suivant la description qu'ils en donnaient, tout avait de longs crocs et des yeux noirs. Selon un rapport, un soldat aurait été attaqué par une créature invulnérable aux balles.
Certains théoriciens du complot pensent même que c'est la raison principale derrière l'utilisation de l'agent orange et des lance-flammes. Le conditionnel reste bien évidemment de mise. N'oublions pas que les soldats sur le front, dans un environnement hostile et stressant, étaient harcelés régulièrement par l'ennemi Viet Cong, et peut-être les soldats étaient-ils simplement victimes d'hallucinations. Certains soldats affirment pourtant avoir été en pleine possession de leurs moyens quand ils ont vu ces fantômes. La question reste donc posée, que faut-il en penser? L'opération Wandering Soul. L'opération Wandering Soul, qu'on pourrait traduire par opération Amarante, était un type de guerre psychologique employé par les États-Unis durant le conflit. Dans la culture vietnamienne, on croit que si un corps n'est pas enterré correctement, l'amènera sans but dans la douleur et la souffrance. On croit également qu'il est possible de contacter la personne disparue le jour anniversaire de sa mort, près du lieu où elle est décédée. L'armée américaine s'est mise au travail pour trouver comment elle pourrait utiliser cette méthode contre son ennemi. Les meilleurs ingénieurs américains ont travaillé pendant des semaines à la création d'une bande sonore inquiétante appelée Ghost Tape No. 10. Cette bande était diffusée par des haut-parleurs à l'extérieur des bases américaines et à bord d'hélicoptères. Elle contenait la voix fantomatique d'un Vietnamien qui déplorait sa mort et demandait à ses camarades de se rendre. La voix désincarnée et les gémissements inquiétants rendaient l'écoute encore plus effrayante. L'efficacité de l'opération est encore aujourd'hui sujette à débat. Certains rapports font état de camps entiers qui se sont rendus ou ont fui au son de ces enregistrements. D'autres rapports affirment que cela a simplement facilité la tâche du Viet Cong pour cibler les ennemis en révélant leur position. Certains soldats sélectionnés devaient même porter des haut-parleurs diffusant le son, ce qui en faisait des cibles faciles. Il est souvent difficile dans une guerre de faire le tri dans la propagande et de trouver la vérité. Nous ne saurons peut-être jamais si l'opération Amarante a eu un impact significatif ou non. Je vais maintenant vous faire écouter un extrait original de cette bande. Pour une meilleure écoute, un casque audio est préconisé. La femme oiseau de Da Nang. La base aérienne de Da Nang était utilisée comme point d'entrée principal pour les militaires américains qui se rendaient au Vietnam pour combattre durant le conflit. Elle était utilisée par le corps des marines des États-Unis ainsi que par l'armée de l'air américaine. Nous sommes en août 1969. Le soldat Earl Morrison et plusieurs de ses camarades sont de garde. Tout est calme jusqu'à environ 1h30 du matin. Peu après, les hommes de la première division des marines aperçoivent une forme étrange et brillante dans la nuit. Earl Morrison en fait le témoignage suivant. Nous avons vu ce qui ressemblait à des ailes, comme celles d'une chauve-souris, mais celle-ci était gigantesque. Lorsque la forme s'est suffisamment approchée, nous avons remarqué qu'elle ressemblait à une femme nue. Sa peau, son corps et ses ailes étaient complètement noirs, mais elle brillait d'une teinte verdâtre. Elle est passée au-dessus de nous sans un bruit. Elle se trouvait à ce moment-là à environ 2 ou 3 mètres de haut. Nous l'avons simplement regardée passer. Elle continuait à se déplacer en battant des ailes mais toujours sans bruit. Par moments on ne distinguait plus qu'une lueur verdâtre très brillante. Elle s'est ensuite éloignée en direction du campement et cette fois-ci nous avons entendu le battement de ses ailes.
Nous avons continué à l'observer un moment puis elle est montée toujours plus haut, et a fini par disparaître. Hallucination collective, canular ou entité extraterrestre. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Une théorie très intéressante a fait surface il y a peu. Il pourrait s'agir d'une opération orchestrée par la CIA dans le cadre d'expériences sur la guerre psychologique. La femme ailée serait en fait une projection holographique électromagnétique. Une question reste cependant en suspens. Si cette expérience a bien été menée par la CIA, quel était le but recherché? La première femme prisonnière de guerre au Vietnam. Les personnes disparues et les prisonniers de guerre capturés pendant la guerre du Vietnam suscitent toujours de nombreuses et brûlantes discussions. On estime à plus de 1000 le nombre d'Américains toujours portés disparus, et les discussions sur leur potentiel rapatriement enflamment toujours autant les débats. L'un des cas les plus étranges est celui de la disparition du docteur Eleanor Ardell Vietti en 1962. Eleanor Vietti a servi comme médecin durant le conflit, et dans la population montagnarde du Sud-Vietnam avec l'Alliance chrétienne et missionnaire. Le 20 mai 1962, des combattants de la guérilla sont arrivés dans le village où se trouvait Eleanor. Ils lui ont ordonné de les accompagner, emmenant également avec eux 2 autres volontaires, Archie Mitchell et Dan Gerber. Tous 3 ont été ligotés et sont partis en compagnie des combattants. Ils n'ont jamais été revus. À ce jour, les raisons et les circonstances de leur enlèvement sont restées incertaines et floues. Aucune rançon n'a jamais été réclamée, ce qui n'a fait qu'ajouter à la confusion. Quant à eux, les hauts responsables de l'Alliance chrétienne et missionnaire soupçonnent que le raid avait pour but d'obtenir davantage de fournitures médicales. Cela ne change rien au fait qu'au-delà de quelques rumeurs floues, le sort d'Eleanor, Archie et Dan n'a jamais été déterminé. Un article du Des Moines Tribune de la fin de 1962 mentionnait une femme capturée qui faisait en réalité directement référence au docteur Eleanor Vietti. Elle aurait soigné des soldats Viet-Cong blessés et aurait voyagé aux côtés de Mitchell et Gerber, ce qui signifierait donc qu'ils étaient tous indemnes. Un article du Battle Creek Enquirer de 1965 rapportait des déclarations très similaires de prisonniers Viet-Cong. Tous 3 étaient transportés de village en village pour fournir une aide médicale, mais toutes les tentatives pour prendre contact avec eux étaient apparemment infructueuses. À l'époque, les services de renseignements américains et sud-vietnamiens avaient découvert leur emplacement probable, mais n'avaient jamais pu les sauver. Des rapports ont continué à faire surface à leur sujet au fil des ans depuis 1962. Certains membres de leur famille pensent qu'ils sont toujours en vie. Le bâtiment en T727 de Saigon. Situé à Ho Chi Minh Ville, le bâtiment 727 Tran Nung Dao est l'un des sites hantés les plus tristement célèbres du pays. Construit à l'origine à la fin des années 1960, le bâtiment a été commandité par un riche homme d'affaires chinois. L'immeuble devait servir d'appartement de luxe aux officiers militaires américains pendant la guerre du Vietnam. Conçu pour accueillir 530 familles, le bâtiment était grandiose, avec un mélange d'architecture moderne et d'éléments asiatiques traditionnels. Selon la légende locale, le bâtiment aurait été construit sur le site d'un ancien cimetière, et le fait de déranger les tombes aurait libéré des esprits vengeurs. À l'origine, l'immeuble devait compter 12 étages, mais un 13e étage a été construit. Ce chiffre 13 était considéré comme porte-malheur par certains et aurait déclenché tout ce qui allait suivre. Des histoires d'événements étranges et d'apparitions fantomatiques ont commencé à circuler peu après l'achèvement du bâtiment. L'une des tragédies les plus connues liées à ce bâtiment concerne un groupe de soldats américains qui auraient péri dans d'étranges circonstances. Au cours d'une nuit de combat particulièrement intense, le groupe s'est réfugié dans le bâtiment pour se mettre à l'abri. Au matin, tous les soldats ont été retrouvés morts, leurs visages montrant des signes de peur extrême. Cet incident a contribué à la réputation inquiétante du bâtiment. Les années ont passé, les Américains sont partis, mais les phénomènes ont continué. Plusieurs locataires ont affirmé avoir entendu le son d'un défilé militaire ainsi que des murmures et des cris dans les couloirs. Un témoin affirme avoir vu à plusieurs reprises 2 esprits dans un corridor, celui d'un soldat américain tenant la main de sa petite amie vietnamienne. On signale également des chutes soudaines de température dans différentes parties du bâtiment. Plusieurs silhouettes fantomatiques en uniforme américain ont également été aperçues. Étrangement, ces apparitions sont toujours accompagnées de coups de feu et d'explosions,
comme si elle rejouait les événements traumatisants du passé. Il pourrait s'agir du groupe de soldats ayant cherché refuge durant la guerre. Au fil des ans, des tentatives ont été faites pour rénover et réutiliser le bâtiment, mais nombre de ces efforts se sont heurtés à la résistance de ceux qui croient en sa nature hantée. Certaines parties du bâtiment sont toujours occupées, tandis que d'autres restent abandonnées et en mauvais état. De ses origines en tant que résidence luxueuse pour officiers militaires américains, à son déclin et sa réputation de lieu hanté, l'histoire du bâtiment est un mélange fascinant d'histoire et de folklore. Les nombreux récits d'apparitions, de voix désincarnées et de phénomènes inexpliqués ont consolidé son statut de l'un des sites les plus hantés du Vietnam, attirant les curieux et les courageux qui cherchent à découvrir ses secrets. Les singes des rochers. On le sait, bon nombre de soldats ont été traumatisés par la guerre du Vietnam et ont développé ce qu'on appellera plus tard le post-traumatic stress. Il semblerait que le Viet Cong n'était pas le seul ennemi des GI américains dans la jungle dense et inhospitalière. De mystérieuses créatures que les tribus locales appelaient les personnes de la forêt ont commencé à faire leur apparition. Suite aux divers événements qui se produiront plus tard, les Américains les surnommeront les singes des rochers. Décrits par des témoins oculaires comme mesurant entre 1,50 m et 1,80 m, les singes des rochers sont bipèdes et sont recouverts d'une fourrure brune ou rougeâtre. Ils sont robustes, avec de longs membres et un ventre proéminent. Des soldats, aussi bien américains que vietnamiens, ont rapporté des rencontres rapprochées avec ces critides. En 1968, le caporal-chef Alfonso Villarreal du corps des Marines se souvient qu'une nuit son escouade a vu ce qui ressemblait à un gros ballon se diriger vers eux à travers un ravin. Alors qu'il était presque sur eux, ils ont réalisé qu'il s'agissait en réalité d'une de ces créatures, qui s'est rapidement affolée et s'est cachée dans les buissons. Quelque chose a commencé à dévaler les parois abruptes du ravin. Il s'agissait de grosses pierres poussées intentionnellement dans leur direction par des singes des rochers. Le caporal-chef Villarreal les décrira plus tard comme ressemblant à des gorilles ou à un mélange de Yeti et de Bigfoot. En 1969, une patrouille de la 101e division aéroportée de l'armée américaine a rencontré 8 singes des rochers, marchant le long d'un sentier sur la crête de Nuimoto. Les prenant pour des Viet Cong, les soldats ont ouvert le feu. Malgré des tirs nourris, aucun singe n'a été touché. La plus grande des créatures a alors chargé les soldats tandis que les plus jeunes se retiraient, ce qui est un comportement typique des primates. Le sergent Craig Jorgensen, qui fait également partie de la même division aéroportée, a raconté dans un livre publié après-guerre, une autre de ces rencontres. C'était une journée chaude et humide. 6 hommes en patrouille se reposaient au milieu d'une jungle montagneuse lorsque l'incident s'est produit. Selon les hommes, quelques petits arbres situés à 15 mètres en amont se mirent à trembler clairement. Les soldats se sont immédiatement mis en position de combat, s'attendant à voir surgir l'ennemi. Ils n'imaginaient pas ce qui allait sortir des buissons. Un visage recouvert de poils roux est soudain apparu. On distinguait une paire d'yeux sombres et une énorme bouche. La créature est alors sortie de la végétation dans une clairière, permettant au groupe d'observer le reste de son corps musclé, lui aussi recouvert de poils roux. Elle ne mesurait pas plus d'1,50 m et marchait debout. Elle s'est arrêtée, les a regardés comme si elle scrutait chacun d'eux. Un soldat a demandé à son camarade s'il s'agissait d'un orang-outan. Il lui a alors répondu, si c'est le cas, alors il est sacrément perdu. Il n'y a pas d'orang-outan au Vietnam. Les troupes Viet Cong et nord-vietnamiennes ont également signalé un grand nombre d'observations de ces créatures. Vers la fin de la guerre, le secrétariat du Parti communiste nord-vietnamien a ordonné une enquête scientifique officielle. Le docteur Vo Qui, ornithologue et chercheur environnemental réputé, a été envoyé d'Hanoï et a fini par trouver des empreintes de singes des rochers, dont il a rapidement réalisé des moulages. Plus larges que celles d'un pied humain, les empreintes étaient trop grandes pour un singe typique. Bien qu'aucune photographie ni aucun corps de ces étranges critides ressemblant à des yétis n'ait jamais été retrouvé, le fait que tant de soldats des deux camps attestent de leur existence, devrait nous faire réfléchir à 2 fois avant de rejeter toutes ces histoires. Hallucinations, confusion avec d'autres espèces, drogue ou espèces inconnues, tout est possible. Le dernier prisonnier de la guerre du Vietnam.
Charles Shelton est né le 29 avril 1932 à Utica dans le Kentucky. En mission de reconnaissance avec 2 autres pilotes, il est abattu au-dessus du Laos le 29 avril 1965, jour de son 33e anniversaire. Il était parti de la base aérienne du Dorne et sa mission consistait à prendre des photos de la région de Samnea, un quartier général communiste qui comprenait des installations de commandement, des centres de formation et des équipements de communication. À 11h59, son avion a été touché. Un pilote qui l'accompagnait a vu la verrière de l'avion de Shelton s'envoler et l'a regardé sauter en parachute. Quelques heures plus tard, 2 avions de sauvetage ont repéré Shelton et son parachute. Il a été contacté par radio et informé qu'un hélicoptère viendrait le chercher dans une demi-heure. Shelton a indiqué qu'il était en bonne santé et a utilisé sa radio pour diriger les forces de secours, mais le sauvetage a été retardé en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le temps s'est éclairci et une équipe de secours s'est rendue sur les lieux. Arrivés sur place, les sauveteurs ont constaté que le capitaine Shelton avait disparu. Même son parachute restait introuvable. Après plus de 148 missions pour tenter de retrouver le soldat disparu, les recherches ont été interrompues le 5 mai 1965 et Shelton a été répertorié comme porté disparu. Les villageois locaux ont ensuite confirmé avoir été témoins de sa capture et son statut a été changé en prisonnier de guerre. Il aurait été détenu prisonnier dans des grottes pendant les 3 années suivantes. Durant sa captivité, il aurait tenté de s'évader à de multiples reprises, opposant une forte résistance aux officiers chargés de l'interroger. D'autres prisonniers de guerre américains racontent l'avoir vu enchaîné, fréquemment battu et détenu dans un fossé peu profond pendant de longues périodes. Il existe des preuves que le capitaine Shelton était toujours en vie et retenu captif de 1981 à 1985 au camp 214 près de Tchepon, au Laos. Au fil des ans, de nombreux témoignages ont fait surface sur sa localisation dans plusieurs camps. Sa santé était précaire, mais il a continué à survivre. Le capitaine Shelton a été promu au grade de colonel. En 1990, sa femme Marianne, désespérée de ne pouvoir le retrouver et après de longues années de combat avec le Congrès, s'est suicidée par balle à San Diego en Californie. Marianne est enterrée au cimetière d'Arlington à côté de la tombe vide de son mari Charles. Le statut du colonel Shelton a été changé définitivement par tué au combat en 1994, à la demande de la famille qui a épuisé toutes les tentatives pour le localiser.